Je m'appelle Nina Ramen. En 3 ans, j'ai emmené mon entreprise de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce que je pensais être difficile sur ce chemin, c'est vendre mon produit, manager des équipes et apprendre la finance. En réalité, ce qui a été difficile, c'est la solitude. Parce que quand on est dirigeante, plus on monte et moins on a le droit de montrer ses doutes. On a une équipe qui compte sur nous, on a des clients à servir et on a des fournisseurs avec qui négocier. Et les seuls endroits que j'ai trouvés où il y avait des personnes comme moi, c'était des boys clubs. Des lieux où il y avait que des hommes qui venaient m'expliquer mon propre travail et qui comprenaient absolument rien à ce que je vivais. Alors depuis 1 an, chaque mois, j'organise des dîners d'entrepreneuses. Je sélectionne 2 entrepreneuses de haut niveau qui viennent chacune avec une problématique. Et pendant une soirée, on s'aide les unes et les autres sur nos business. C'est ce qui m'a permis de prendre les meilleures décisions pour mon business. Alors ce podcast n'est qu'un prétexte pour avoir encore plus de ces conversations. C'est un endroit vulnérable, authentique, où on apprend. Parce qu'on est à la fois des patronnes, des dirigeantes de nos vies professionnelles, mais aussi de nos vies domestiques, et que parfois, on a envie de s'allonger sur le divan. Bienvenue dans le divan des patronnes. Julia est consultante en stratégie. Elle adore son business. Elle est toujours à 1000 à l'heure en jonglant entre ses clients, sa formation et sa to-do list infinie. Mais un matin, Julia se réveille et elle a 42 fièvres. Elle se dit que ça va passer, sauf que non. 2 jours plus tard, elle est à l'hôpital. Les médecins sont formels, elle doit rester sous surveillance. Sauf que pour Julia, pas de travail égale pas de revenus. Pire, pendant qu'elle est sur son lit d'hôpital, les charges, elles, continuent de tomber. Sauf qu'elle est chez Hello Bank Pro. Alors, son conseiller lui rappelle qu'elle a une indemnité de 100 € par jour d'hospitalisation. Et si elle doit prolonger son arrêt, elle peut toucher jusqu'à 6 000 € pour tenir le coup. C'est pour ça que j'ai choisi Hello Bank Pro comme partenaire. Parce qu'ils savent que quand tu es entrepreneuse, tu peux pas juste poser un arrêt. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de freelances et d'entrepreneuses, notamment en prestation de services, mais aussi en coaching, finissent par rencontrer un jour. Comment faire grandir son business quand on vend du temps et pas un produit scalable? C'est ce qu'on appelle la prestation de service au sens large. Parce qu'à un moment, quand on est doué dans ce qu'on fait, les demandes dépassent notre capacité. Et à ce moment-là, plusieurs options s'offrent à nous. On peut monter une agence, on peut créer un système d'apport d'affaires et on peut choisir de dire non à ses clients, tout simplement. Ou bien, on peut réinventer autre chose. Dans mon entreprise, chez Ramen Tafray, cette tension elle est arrivée très tôt. Depuis mes débuts, j'ai toujours eu plus de demandes que je pouvais en absorber. Alors, c'est un problème de riche, mais c'est un problème quand même. Et c'est ça qui m'a forcée à réfléchir à comment est-ce qu'on fait grandir une entreprise. Comment on scale une entreprise de service? Comment on le fait sans trahir ses valeurs ou sans rentrer dans un système de valeurs qui ne nous correspond pas? Dans cette quête, j'ai découvert d'autres modèles. Des modèles respectueux des talents, ancrés dans l'humain, où la croissance passe pas forcément par la hiérarchie, mais par l'intelligence collective. Et parmi les femmes qui m'inspirent sur ce sujet, il y a Marion Darnay. Marion est co-CEO de Pachamama, un collectif de recruteurs freelance devenu en quelques années une entreprise rentable, autofinancée et structurée, avec plus de 200 clients et un chiffre d'affaires qui dépasse aujourd'hui 1,5 million d'euros que tu as communiqué. Elle est aujourd'hui aussi cofondatrice de l'Avant-Garde, une communauté de femmes leaders, produits, investisseuses, militantes féministes et LGBTQIA+. Ça fait beaucoup de choses, mais je tenais à le dire parce que ça fait partie de tes engagements en plus de ton métier de CEO. Tu es toi-même ancienne product leader, reconvertie dans l'entrepreneuriat de service. Et si j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui, Marion, c'est parce que tu as récemment partagé que ton entreprise avait connu une croissance fulgurante avec un modèle atypique, le modèle de collectif de freelance. Ce que tu appelles collectif, c'est une forme d'organisation où les freelances se rassemblent pour répondre ensemble à des besoins clients. Sans lien de subordination, mais surtout avec un projet commun. C'est un modèle qui se développe et qui fait écho à une nouvelle façon de travailler. Plus de liberté, plus de sens, plus d'autonomie, sans renoncer à cet élan collectif qui est souvent le cas quand on travaille seul, dans son coin, en tant que freelance et ou en tant qu'entrepreneuse. Ce qui m'intrigue et ce que j'ai envie de creuser avec toi, Marion, c'est la tension qu'il peut y avoir au cœur de ce modèle. Parce qu'on parle de personnes qui ont choisi le freelancing pour rester libres à la base, pas forcément recevoir d'ordre, pas forcément s'inscrire dans un collectif, donc c'est des gens qui sont relativement épris de liberté. Et en même temps, on essaie de construire avec ces personnes une aventure collective avec une vision, des objectifs partagés et parfois des arbitrages. Donc on va voir comment toi, tu as fait pour construire ce modèle de collectif. Comment t'embarques toute cette équipe de freelance qui bosse avec toi et comment on crée une culture commune avec des gens qui, par définition, sont des indépendants. Je pense que ça va vous parler, surtout si vous cherchez à structurer, hiérarchiser, fédérer sans imposer et à grandir autrement. Marion Darnay, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le divan des patronnes. Merci à toi, Nina. Je suis ravie d'être là et en plus, c'est des sujets qui me parlent beaucoup forcément, donc ravie de pouvoir partager tous ces apprentissages. Ouais. Écoute, avec plaisir, comment tu te sens?
Bien, très bien. Non, très contente d'être là. On est sur le divan des patrons, donc tu verras, il y a un aspect, il y a un aspect un peu émotionnel, on s'ouvre, voilà. La première question que j'avais envie de te poser, t'aurais pu choisir de rester solo, freelance. Il y a même certains freelances qui font plus de 200 000 € de chiffre d'affaires tout seul. Dans le product, c'est pas forcément c'est possible. Si déconnant que ça, ouais, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une boîte et une aventure collective là où t'aurais pu juste avoir la paix et prendre de l'argent? Avoir la paix, je sais pas, hein, il y a toujours des pour et des contre, quel que soit le modèle qu'on choisit, mais justement, cet élan collectif, moi, j'aime pas stagner dans tout ce que je fais, donc j'ai un peu ce côté, je sais que tu parles souvent du parallèle avec les jeux vidéo et de passer des niveaux, ben, j'avais un peu l'impression de ça, qu'une fois que j'étais arrivée à 100, 120 000 toute seule, ben, c'est bien, mais c'est quoi l'étape d'après? Donc je pense que c'est ça, moi je sentais que ça me titillait de créer un projet plus grand. Et quand j'ai trouvé le bon associé pour le faire, c'était une évidence pour moi. Donc je pense que c'est une question de projet, de qu'est-ce qu'on a envie de créer. Oui, parce que ta réalité, c'était d'être freelance aux alentours, ce que tu disais, 100, 120 000 € de chiffre d'affaires par an. Et c'était quoi ta réalité à ce moment-là? J'avais une associée avant, mais effectivement, on avait ce modèle où on était 2 freelances. Avec une marque qui s'appelle Pachamama, certes, mais en fait, on avait chacune nos clients et en fait, effectivement, on opérait tout seul. Donc, pour se lancer, c'était très bien. Mais une fois que j'avais passé le niveau, craqué le premier niveau, bah, j'avais envie d'aller au niveau d'après et je me suis inspirée de podcasts comme le tien ou de contenus comme le tien. Et c'est vrai que ça donnait envie d'aller plus loin. J'étais en start-up aussi avant, donc j'avais aidé des entreprises à passer à l'échelle. Dans ma dernière expérience chez Privatiseur, qui est toujours présent dans le milieu des startups, de l'événementiel, on est passé de 30 à 130 en un an. Ça a été très dur, mais en même temps, ça a été un apprentissage génial parce que justement, il fallait créer un projet commun, embarquer en même temps qu'on change d'entreprise. Et ça, il y a le côté, c'est excitant, quoi. Voilà, c'est excitant. Ok. Il y a ça et il y a le côté... La marque Pachamama, les gens, ça résonnait beaucoup, le sujet des carrières. On fait du recrutement avec Pachamama, mais avec une nouvelle façon. C'est-à-dire, on prend plutôt le prisme des talents et on leur donne des clés pour manager leur carrière. Et déjà, on leur dit qu'il faut manager leur carrière, parce qu'en CDI, en freelance, on pense un peu plus. Mais en CDI, pas forcément. Et on voyait que ça résonnait avec beaucoup de monde. Et il y avait aussi ce côté impact. Et je me suis dit, pareil, comme tu disais, je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Comment je fais pour avoir un impact un peu plus grand? Et le collectif a répondu à ça, quoi. Ouais, justement, tu disais comment je fais pour grandir. Ça veut dire quoi, en fait, scaler, grandir dans ta tête à ce moment-là, quand tu as dit oui, ok, je suis freelance aujourd'hui, je fais tant, je veux grandir, je veux scaler. Ça voulait dire quoi à ce moment-là dans ta tête? Et ça veut dire quoi aujourd'hui pour toi, non? C'était pas un objectif en soi de scaler, c'était plutôt de répondre à la demande et de bien s'occuper, de continuer de délivrer justement un niveau de qualité, tant du côté des entreprises qui recrutent, qu'on accompagne, que du côté des talents. Nous, on a double clientèle. Clients, ouais. Et comme tu dis, on peut pas se dupliquer. Donc en fait, il y a un moment où accompagner moi-même mes talents sur WhatsApp, ça marche. Mais en fait, il y a un moment où c'était trop. Et je me suis dit, il faut que je trouve un système pour pouvoir accompagner ces gens-là, parce que je sens qu'ils ont besoin. Et en fait, l'objectif, ça n'a pas tant été de scaler que chercher à accompagner plus de monde. C'est ça. Et du coup, moi aussi, de rester sur ma zone de génie. Je pense que quand on soit freelance, solopreneur, entrepreneur, ce qui est important, c'est de rester là où on est. Et moi, j'ai appris le recrutement sur le terrain. Maintenant, j'ai beaucoup de vécu là-dedans, mais j'avais envie de laisser des recruteurs faire cette place-là. Et moi, ma zone de génie, c'était plutôt de connecter des gens, de créer des communautés, d'entreprendre. Et là, je me retrouve beaucoup plus dans ce rôle aujourd'hui d'entrepreneuse, d'être un peu partout. Attends, t'as ouvert plusieurs portes sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première porte que t'as ouverte, si je reformule, ce qui s'est passé, c'est... donc si je reformule pour les personnes qui nous écoutent, en gros, ce que tu fais, c'est que tu mets en lien, grosso modo, des entreprises qui ont des besoins de recrutement et tu vas chercher avec elles et pour elles des talents, qu'ils soient freelance ou CDI. Donc ça, c'est globalement le business model de ce que tu fais. Et ce qui fait que tu as un peu une double contrainte, c'est-à-dire de faire en sorte que les freelances et les CDI trouvent les bons jobs et que les entreprises soient contentes. Ça, c'est grosso modo pour les personnes qui ne connaissent pas le milieu du recrutement. Et la porte que tu as ouverte, que je trouve très intéressante, c'est le déclic. C'est fait au moment où tu t'es rendu compte que tu ne pouvais plus absorber ce que tu avais déjà. Et tu vois, je vois beaucoup de gens qui se disent « Ok, je vais scaler » là où ils ne sont pas encore à full capacité. Donc toi, est-ce que tu as quand même attendu ce moment d'être, entre guillemets, à full capacité, c'est-à-dire de plus pouvoir prendre davantage de clients pour passer à l'étape d'après? C'est ça qui t'a aussi été un déclic ou c'était une vision que tu avais depuis le début? C'était une vision que j'avais depuis le début. Ok, d'accord. Je pense.
C'était toujours un peu dans un coin de ma tête, mais Ok. j'avais pas trouvé la bonne personne pour le faire. Ok. Mais par contre, j'ai pris les étapes d'avant pour apprendre et être sûre de moi et de savoir comment le faire. Donc le système de collectif, au début, je l'ai testé. Il y a eu une alpha du modèle de collectif, c'est-à-dire que je faisais des collabs comme on peut faire entre freelance. Et c'est comme ça que j'ai rodé. C'est quoi une collab entre freelance? Une collab entre freelance, c'est pour un projet de recrutement. Je me dis, tiens, je peux pas absorber la charge, c'est quand même dommage de dire non. Je vais demander à un recruteur freelance de m'aider pour faire cette mission, voir si on peut collaborer ensemble. Et j'ai testé de voir si justement ça réduisait pas la qualité, que ce soit pas moi qui m'en occupe, commencer à tester les process. Donc j'ai testé à toute petite échelle en fait. Pour moi, les collabs, c'était tester à petite échelle le modèle de collectif, tester le modèle de rétribution, qui soit, puisque ça n'existe pas dans le recrutement. Et puis moi, je suis pas du genre à trop regarder ce qui se fait. J'aime bien créer pour moi-même et en fait faire le plus pragmatique. Je viens pas du monde du recrutement à la base. Par contre, je viens du monde de la start-up et on m'a appris à être pragmatique. On a un problème, une solution. Donc j'ai proposé à un freelance une rétribution et une répartition des tâches. Qu'est-ce que tu as découvert sur la répartition justement de la rétribution, le revenu share? C'était quoi tes C'est apprentissages? que c'est un sujet, et que Ouais, c'est toujours un sujet et qu'il évolue. C'était quoi les grandes clés en fait de cette expérimentation de travailler avec d'autres freelances? Parce que je sais que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui se posent aussi cette question, qui peuvent pas absorber. Et il y a beaucoup d'apports d'affaires. Ouais. Où elles se disent, bah oui, je vais prendre 10%, je vais faire de l'apport d'affaires. Donc toi, qu'est-ce que tu as expérimenté? Qu'est-ce que tu as découvert? Pas forcément aujourd'hui sur Pachamama, mais même quand tu bossais seule en freelance, en fait, c'était quoi tes apprentissages? On a commencé par 50-50 ou 60-40. Je pense que ce qui est important, ce que j'avais bien fait au début, c'est de répartir les missions. Au début, tu sais pas trop, mais forcément de trouver des gens avec qui tu pourras, même si c'est pas figé dans le marbre, des gens qui ont les mêmes valeurs que toi sur comment bien s'occuper du client. Peut-être essayer de se renseigner quand même sur la personne. Tu validais leur livrable avant ou... Non, je validais pas leur livrable, mais il fallait que ce soit quand même des gens qui soient OK avec un modèle flexible du fait que ce soit une première pour moi, que j'ai pas quelque chose de très carré à proposer au début et qu'on allait apprendre ensemble. Donc il me fallait des gens quand même qui soient dans ce mindset-là, c'était important. Mais surtout qui aient la même exigence que moi après qui le fait au début c'est OK que ce soit pas complètement rodé, mais tant qu'on a envie de bien servir le client. Voilà, on propose un modèle, c'est figé, 50-50. Tiens, je me dis, tiens, là, c'était pas équilibré, il faudrait peut-être plutôt que lui fasse un peu plus de ci, un peu plus de ça. On en parle, on itère. Et en fait, après quelques recrutements, ça a été rodé assez vite. Et tu vois, 3 ans après, on utilise toujours le même système. On a fait un système de palier quand même, on commence à organiser, mais ça répond à ta question. Totalement. En fait, je pense qu'on rentre vraiment là dans comment en fait on délègue son activité sans dégrader la qualité. Et c'est un des sujets que j'adore aborder. Et tu vois, je trouve que là, rien qu'avec la conversation qu'on a eue, tu as dit beaucoup de mots-clés qui sont on est au service du client, donc moi je dois m'assurer, mine de rien, comme le client il arrive par mois, que le livrable au final ce soit le bon. Et comment je m'assure de ça? Et le partage du revenu derrière, c'est une rétribution par rapport, on va dire, peut-être à l'apport de chacun. Mais en fait, il y a cet engagement aussi que tu prends et qui est un sujet dans le fait de déléguer quelque part derrière. Mais c'était hyper intéressant. Et à ton avis, justement, si on fait les étapes, là, tu as parlé du tout début, puis des tests, puis aujourd'hui, à plus grande échelle, tu as standardisé des choses. Pourquoi, à ton avis, c'est si dur de scaler une boîte de service? Très bonne question, parce que malgré tous les process qu'on peut mettre en place, on ne peut pas être toujours avec le client, et dans le service, il y a toujours besoin d'accompagnement humain. Même dans le recrutement, mine de rien, c'est un métier vieux comme le monde. Et on est toujours là, il y a toujours besoin des cabinets, malgré l'IA qui arrive, même dans le recrutement, pour nous aider. Et ça, on ne peut pas être derrière la personne qui accompagne le client. Donc c'est important de faire confiance. Et c'est pour ça que dans les personnes qu'on recrute, on fait attention vraiment au mindset et à ce côté avoir envie de bien délivrer, au côté qualité. Et quitte à faire un peu moins de volume, on fait toujours un peu cet arbitrage-là. On prend les nouvelles affaires qui nous arrivent, mais on fait en sorte de continuer de se structurer sans tomber, tu t'en parlais, dans le côté un peu management, parce que les recruteurs qui travaillent avec nous, les freelances qui travaillent avec nous, dans le collectif, ils sont pas là pour être micromanagés, c'est pas leur objectif de vie, quoi. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans le collectif, quoi. Ouais, ok. Et donc, du coup, si je reformule, il y a vraiment la qualité du livrable, j'imagine, qui est dure à maintenir. Et ça, si je reformule, tu le garantis par les personnes que tu recrutes, toi, c'est ça? Ouais, on a même une application en interne qu'on a développée nous-mêmes pour nos propres process, parce qu'il n'y avait aucun logiciel, on va pas parler d'acronyme recrutement, mais aucun logiciel de recrutement qui pouvait coller à nos process. Donc, on a fait une application no-code pour nous-mêmes, pour gérer nos opérations en interne. Et effectivement, on contrôle tous les candidats
qui sont envoyés par les recruteurs. Donc comme ça, on voit s'il y a du rythme. Ce qui est important, je trouve, dans le service, c'est aussi de pouvoir donner au client des attentes et de savoir qu'il aura X candidats sous X jours en fonction. Ça, c'est quelque chose sur lequel on communique. À chaque fois qu'on prend un brief, on ne le fait pas en avance de phase, parce que ça dépend de la complexité de la recherche et qu'on n'a pas envie d'avancer des chiffres. Mais par contre, il y a un côté accueil du client et un côté, on donne toujours une temporalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on demande à nos recruteurs de faire à la fin de chaque brief. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce qu'en fait, tu t'engages sur un livrable, tu t'engages sur certains standards et c'est des standards que tu es capable de communiquer à tes freelances qui vont opérer en fait à ta place quelque part. Ouais. Enfin, je dis à ta place, à l'époque où tu étais, Ouais. à laquelle tu opérais. Ouais. Mais finalement, c'est OK, le client lui a promis 3 CV en, je sais pas, 2 semaines. OK, ben maintenant, toi, ton objectif, c'est de répondre à ce cahier des charges-là et donc tu transmets en fait ton cahier des charges aux personnes que qui recrutent pour toi et c'est déjà une forme en fait, de contrôle sur la qualité du travail qui Absolument. va pouvoir être Parce que livré la au final. réactivité, c'est vraiment clé dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, après, chacun donne son chiffre, effectivement, en fonction de la complexité de la recherche. C'est eux qui décident. Par contre, on communique quelque chose au client. Il ne reste jamais dans le flou sur l'étape d'après. Et ça, je pense que c'est important, quand on fait du service, de prendre le client par la main, de l'accompagner, de lui expliquer c'est quoi l'étape d'après, que ce soit un Notion, une application, etc. Peu importe le moyen, finalement. Et c'est pour ça que c'est dur de scaler une entreprise de service, c'est qu'il y a toujours des petites touches d'humain dans le process, quoi. OK. Ouais, c'est intéressant. Il y a la qualité, mais il y a aussi comment est-ce que tu accompagnes la personne. Et ce que je comprends, c'est que ton client, il est aussi sensible à quel point tu vas le prendre par la main. Et ça, Ouais, tu as bien besoin sûr. que ce soit un parcours qui Bien soit sûr. continuellement gardé Ouais. au fur et à mesure du temps, quoi. Ils viennent nous chercher pour gagner du temps. Et pour finir sur ta question, on est toujours en binôme sur les missions. Et ça, c'est quelque chose qui est inédit. Je pense qu'il n'y a aucun autre collectif qui fait ça. Je suis assez fière de ça parce ils sont contents qu'on soit en binôme avec eux. Il y a toujours un associé qui est là avec eux, que ce soit mon associé, moi, ou maintenant on a carrément des associés avec nous pour chacune des verticales qu'on crée. Donc du coup des seniors qui connaissent très bien les métiers, etc. Et en fait, Donc, ils ont 2 personnes. ça rassure. Ils ont 2 interlocuteurs. Ils ont 2 interlocuteurs et justement, ça permet au client d'avoir un point de contact, une sorte d'account manager finalement, si tu veux, qui est là au tout début du process. Et du coup, comme ça, à la fin d'un brief avec un client, déjà, on a quelqu'un avec qui débriefer ensemble de « Ah, à ton avis, est-ce qu'il veut plutôt ça, plutôt ça ?» Et ça, c'est quelque chose qu'on vient chercher dans le collectif finalement. Ouais. Parce qu'on n'aime pas être seul si on rejoint un collectif. Hyper intéressant parce que j'ai les mêmes apprentissages chez Ramène ta phrase. Alors tu vois, sur des modèles différents, pour celles qui nous écoutent, on a fait des choses totalement différentes avec Marion. Elle fait du recrutement et nous on forme à LinkedIn, quoi. Il y a des process communs. Et pareil, sur une personne qu'on accompagne, elle a 2 interlocutrices, une personne qui est responsable de son expérience, donc qu'on appelle la responsable pédagogique, donc l'expérience pédagogique, et une personne qui est responsable de lui délivrer en fait la connaissance technique LinkedIn, etc. Et vraiment de la partie technique, pratico-pratique. Et c'est vraiment un binôme de expérience. En fait, on l'a divisé en quelqu'un qui est garante de l'expérience, comme tu dis, account manager, c'est-à-dire garante de à quel point ça va être cool, quelque part, à quel point ça répond à tes attentes, et quelqu'un qui est responsable de, OK, est-ce que techniquement t'avances, et je trouve que c'est dur d'avoir une personne qui sait faire les deux, et comme tu dis, c'est la force du collectif, parce que tu peux être très technique et pas forcément avoir cet aspect-là. Il y a une autre porte que tu as ouverte tout à l'heure que j'ai eu envie de creuser. Allez, on ouvre des portes. Allez, c'est parti. Tu as quitté quelque part le rôle d'opérationnel pour passer CEO, donc de faire à faire quelque part. Oui. Est-ce qu'il y a eu des deuils? Voilà. Alors, devant nous, nous avons le pot de la vulnérabilité. Dans ce pot, tu as des boules rouges qui représentent combien ça te coûte de dire ce que tu vas dire si jamais tu as envie. Et tu vas pouvoir mettre une boule si ça t'a coûté peu, 2 boules si ça t'a coûté beaucoup, 10 Très boules bien. Donc si je peux commencer là. c'était super dur. Je sens que je vais bientôt commencer. À partir de maintenant. Et mon engagement, c'est de mettre autant de boules que toi, tu en as mises. Et donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y a eu un deuil que tu as dû faire de choses quand tu es passé de solo à chef d'entreprise? Je pense que je suis en train de le faire, déjà, pour commencer sur la... Une balle de vulnérabilité. Je pense que c'est en cours, donc... Et ce serait quoi? Je pense que c'est de croire qu'en montant un collectif, c'est-à-dire en n'ayant aucun salarié finalement, parce que même les personnes qui nous accompagnent au marketing ou sur des sujets transverses, on va dire, ils sont en freelance aussi, de croire qu'il n'y a pas de management. Parce qu'à la base, je voulais pas manager. J'ai monté ma boîte parce que j'avais envie d'arrêter le management. J'avais été manager un peu à la dure en entreprise. J'avais pas du tout été accompagnée là-dessus. Quand on fait du produit, c'est un métier qui est très transverse, où on a besoin de manager sans avoir de rapport hiérarchique aussi. Et finalement, je le retrouve
dans cette nouvelle configuration que j'ai avec le collectif et d'animer Pachamama qui a une quinzaine de personnes aujourd'hui. Donc je pensais que j'y arriverais sans savoir à manager, en mettant des process. Au final, c'est pas le cas. Voilà, il faut manager. Ouais. Spoiler alerte, tu as mis 2 boules de vulnérabilité. Ouais. Merci de nous avoir livré ça. Et justement, c'est quoi exactement ce que tu appelles le collectif? Tu as parlé de management un peu, tu as parlé de 15 personnes. Ouais. Ça ressemble à quoi un collectif de freelance concrètement? Ouais. Aujourd'hui, dans le collectif, je crois qu'on est à peu près 13 recruteurs freelance, donc pour accompagner nos clients sur tous les projets de recrutement qu'ils ont. On a 2 personnes au marketing et on a 1 personne pour la partie administrative. Voilà, j'espère avoir oublié personne. Donc ça, c'est l'équipe, on est 2 co-CEO. Ce qui est peut-être intéressant dans le modèle de collectif qu'on développe, c'est qu'on est des anciens du métier. Et donc, ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir dans le collectif des personnes qui viennent du terrain. Donc, ce qui est intéressant déjà, c'est que, ça nous arrive de former des gens au recrutement. Je pense que ça va te parler vu ton passif. Mais ouais, on forme des gens au recrutement. Donc, par exemple, on a un product designer. Pareil, il voulait passer à une autre étape de sa carrière, un peu comme moi à l'époque où j'étais head of product, manager en start-up, etc. Et je suis passée freelance recruteuse. C'est un peu pareil, on a envie, tu vois, d'aider des personnes à changer de cap et d'aider les talents et à les accompagner dans leur carrière. Et qui de mieux que quelqu'un qui a déjà fait ton métier. Et donc ça nous a obligés aussi, entre guillemets, à créer des volets formation et créer des paliers aussi pour intégrer le collectif et vérifier que ça allait bien se passer là-dedans. Donc ça, c'est intéressant. Il y a différents niveaux de seniorité. Au sein des 13 recruteurs qu'on a, on a 3 paliers différents. Et donc 3 systèmes de rétribution différents en fonction de ta seniorité. Enfin, pas de ta seniorité, mais justement des jalons, on va dire, que tu as passé dans le collectif, quoi. Ah, c'est hyper intéressant. Et ces jalons du collectif, ils étaient attraits au nombre de missions que les personnes ont faites, ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose autour de la satisfaction client? Enfin, c'est quoi un peu les... Ouais, justement, c'est ça qui nous permet de nous dérisquer aussi, de valider aussi que ça va bien se passer. Donc, on a certes le process de recrutement aussi qu'on est en train d'affiner, de structurer petit à petit pour se dérisquer en amont, tant sur la partie hard skills que soft skills. C'est classique. Mais après, effectivement, les paliers, si je prends quelqu'un qui est peut-être senior, prenons le product designer, qui était senior en tant que product designer, mais qui va nous rejoindre, il va être junior recruteur. Il y a un premier palier de recrutement où en fait, on lui prend une grosse partie de sa commission, donc 70% sur les deals qu'on va faire ensemble finalement. Parce que c'est toi qui portes le risque quelque part, c'est toi qui apportes cette première mission, etc. Absolument, tu apportes le client et surtout, c'est comme une formation gratuite finalement que tu n'aurais pas eu à te payer par ailleurs. Et en fait, on pense que ça peut marcher, c'est un peu le pari fou qu'on a pris, qui a fonctionné. Et donc, après 3 recrutements validés avec nous, tu passes au palier du dessus qui est 50-50. Et après 3 recrutements avec nous, tu passes à 60-40. Donc, tu vois, 60% de l'argent qu'on touche sur le recrutement dans ta poche et 40% pour nous. Et est-ce que tu sens qu'au fur et à mesure que les personnes, elles avancent dans leur palier, tu sens qu'elles ont de moins en moins besoin de support de votre côté? Parce que vous gagnez du temps aussi de support, de questions. Absolument. Donc, quelque part, ce qu'elles prennent en plus de part de rétribution, c'est du temps qu'au début, toi, tu vas passer à beaucoup accompagner la personne. Et tu sens qu'à la fin, les personnes qui sont au 3e palier, vous avez quel type d'interaction avec elles, au final quasiment? Il y a toujours un dispatch. Oui, bien sûr, les personnes avec qui on travaille depuis parfois 3-4 ans sont autonomes, quoi. Ouais, mais il y a quand même toujours ce côté où, tu vois, le côté équipe, c'est intéressant parce que le recrutement, il y a beaucoup de nuances et selon les types de recrutement qu'on a aussi, tu as plein de différentes étapes, micro-étapes dans le recrutement qui sont différentes et en fait, ils ont toujours besoin d'accompagnement parfois à la fin pour aider à la négociation, côté client, côté talent. S'il y a un de nous qui est meilleur là-dedans, on a quand même toujours un rôle et c'est pour ça qu'on garde un certain quand même niveau de rétribution de notre côté, déjà parce qu'on apporte le client, mais aussi parce qu'on apporte tous les process autour, on apporte aussi parfois les talents, on essaie de leur faire gagner du temps et notre prochain enjeu, c'est ça, c'est de les garder engagés avec nous. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'après, ils partent pas, vos talents? Le marché, eh oui. Mais justement, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, dans le modèle de collectif. Et en fait, c'est que tu es obligé de te remettre en cause pour que les freelances continuent d'avoir envie de travailler avec toi et de mettre en place tout un système soit de soutien moral, soit de team building. Tu vois, on se retrouve 2 fois par an, en vrai, de casser la solitude. Donc, on est à l'écoute de tous leurs besoins. Et donc, ça peut passer par des outils, des team building, des process, que ça se passe bien, etc. Qu'on paye vite leurs factures. Finalement, tu as du team building, tu as des process, tu as du management
tu as une équipe. Qu'est-ce que tu refuses du modèle d'agence classique en appelant ce que tu fais un collectif? Ce que j'aime du côté agence, c'est le côté très structuré qu'on peut avoir et le côté on prend le client par la main. En fait, il y aura quand même une expérience harmonieuse et un minimum garanti au client quand il passe par Pachamama, ça c'est sûr. Par contre, de garder une certaine forme de créativité, de liberté au talent sur est-ce qu'il veut communiquer au client sur WhatsApp, sur Slack, sur mail par exemple, comment il veut communiquer ses avancées dans le projet, etc. Ça, on lui laisse la liberté de s'organiser comme il veut et on essaie de pas trop mettre de contraintes. On essaie de garder le côté... il y a une expérience différenciante selon le recruteur qui va s'occuper de toi quand même, quoi. Et toi, personnellement, quand tu as choisi le business model du collectif, qu'est-ce qui a fait que tu n'as justement, avec toutes les contraintes que tu as là et que tu m'évoques, ça ressemble quand même beaucoup à un cabinet de recrutement. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas lancé de cabinet de recrutement et que tu as plutôt choisi de collectif? Je crois que je voulais pas de salariés. Ok. Je crois que ça faisait peur. C'est quoi la différence en fait, au final, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de différence, mais c'est quelque chose que j'ai construit petit à petit. Et au final, ça fait moins peur, je trouve, en termes de charges, d'avoir des freelances que tu peux couper, entre guillemets, facilement, ou en fonction du nombre de missions que tu as, parce que tous ne sont pas à 100% à temps plein avec nous. Donc ça, je trouve aussi, c'est intéressant, parce qu'ils peuvent continuer d'explorer de leur côté, on ne les contraint pas à ça. La seule chose qu'on leur demande, c'est qu'on soit le seul collectif dans lequel ils sont engagés, parce qu'il y a quand même beaucoup d'engagement, une équipe, etc. Mais ça me faisait peur, je crois, d'avoir des salaires à payer. Pour celles qui ne nous voient pas, Marion vient de mettre... allez, elle a mis 3 boules de vulnérabilité pour avoir dit ça. Ouais, parce que quand on a des salariés, je trouve aussi c'est dur de trouver des gens qui seront vraiment engagés avec toi. Et je trouve que j'avais aussi envie d'embrasser ce nouveau modèle qui est pas nouveau pour nous, mais qui est en train d'arriver pour beaucoup de personnes. Je crois beaucoup aussi en ce modèle-là. Et je suis persuadée qu'on peut avoir des gens très engagés avec nous, même en freelance et même sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et je suis contente aussi de pouvoir le prouver. Et du coup, moi, personnellement, ça m'a enlevé de la pression au démarrage. Plutôt que de me dire, il faut que je fasse assez de chiffres pour me dire, ou alors il faut que j'aille chercher des aides pour me dire, OK, je peux payer un certain salaire. Là, finalement, tout est en fonction des affaires qui nous arrivent. Et du coup, ça m'a permis de construire ça petit à petit. Ça fait moins peur. Trop bien. Merci d'avoir partagé ça. Je vais en profiter parce que je vois que ton pot de vulnérabilité a 5 boules, donc je vais en mettre, pareil, je vais en mettre 3 sur ce sujet-là qui est quand on voit qu'on grandit et qu'on a besoin de bras, d'aide et qu'on aime ça. Parce que moi, c'est une aventure, tu vois, quand Ramène ta fraise a grandi, j'ai senti que j'avais envie de collectif, j'ai senti aussi que j'avais envie de vivre cette aventure à plusieurs. Et en même temps, j'avais très peur d'avoir des salariés et j'en ai déjà parlé sur le podcast parce que moi, j'ai vu de mes propres yeux des dépôts de bilan parce que, en fait, tu as des charges salariales tous les mois à payer. Ce qui est normal parce que les gens sont salariés de la boîte, tu vois. Mais qu'en fait, la masse salariale aussi, parfois, dans des moments plus durs, va creuser des trous de trésorerie que tu vas pas forcément pouvoir compenser. Et moi, ma mère a déposé le bilan 3 fois quand même. Et ce qu'elle m'a toujours dit, c'est qu'elle m'a dit, Nina, le nerf de la guerre, c'est la trésor, quoi. Vraiment, la trésor, le besoin en fonds de roulement. Et plus tu vas augmenter tes charges fixes, et plus tu auras de besoin en fonds de roulement. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé ce sujet-là en tête. Et donc, je vais mettre ma petite vulnérabilité aussi, mes 3 boules, parce que je trouve que ça fait vraiment peur, en fait. Ça fait vraiment peur de se dire qu'on va avoir des salariés et en même temps, rétrospectivement, après cette aventure collective, je me dis, parfois avoir des gens avec lesquels qui sont à 100% aussi avec toi, c'est aussi hyper agréable et j'ai tenté l'expérience de salarié. Après, là, ça s'est arrêté parce que la personne en question voulait faire autre chose et puis, voilà, les choses ont divergé. Mais tu vois... je sais pas en fait, tu vois, là je suis un peu en questionnement sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on raconte ressemble beaucoup à des modèles agence/presta, dans tout ce que ça c'est, tu vois, de process, de marque employeur qui devient marque freelance. Et en fait, la seule chose qui me retient, en tout cas moi, je sais que c'est la peur. Est-ce que c'est une bonne raison, tu vois? Enfin voilà. En tout cas, c'est une question que je me suis posée et que je te partage, mais moi non plus, mais en tout cas. Ça pour te dire que ces questionnements, je les ai eus et que je pense ma pire peur, c'est de me lever tous les matins et de me dire non seulement il y a la charge financière, mais il y a aussi la charge émotionnelle que tu peux représenter en étant employeur. Et donc ça, je trouve qu'au-delà de se dire j'ai des salaires à payer tous les mois, il y a aussi, comme tu es l'unique employeur, il y a un rapport de subordination, il y a un rapport de tu représentes tellement de choses pour la personne en tant qu'employeur, c'est son travail en fait, à part entière, ce qui est normal, elle se lève le matin, le soir, c'est 7 heures de sa vie, elle passe plus de temps avec toi
avec ta boîte qu'avec sa famille et ses amis, que en fait ta responsabilité, au-delà de la responsabilité financière, elle devienne aussi quelque part un peu émotionnelle et le rapport que tu vas mettre avec ces personnes, comment est-ce que tu le gères, quoi, tu vois? Je mets aussi de l'émotionnel avec les freelances, hein, ouais. Ouais. Pour compléter, je dirais qu'il y a aussi cette responsabilité quand tu as des salariés de les accompagner dans leur carrière et de les accompagner à leur prochaine étape, et de les aider à les faire grandir. Une responsabilité que tu as un peu moins avec les freelances parce que s'ils sont freelance, c'est que a priori, c'est qu'ils ont envie d'être autonomes sur la gestion de leur carrière, sur comment ils ont envie d'évoluer, s'ils ont envie d'évoluer. Ouais, c'est clair. Ça enlève aussi cette partie-là, je trouve. Et justement, en parlant de grandir, d'évoluer, toi, c'est quoi la compétence que tu as dû aller chercher pour scaler et que tu avais pas au départ? Je sais pas, je pense que je suis en train de le découvrir. Le côté multitâche, je l'avais déjà avant, mais alors là, c'est décuplé, fois 1000. Il faut vraiment passer d'un sujet à un autre, c'est à la fois passionnant et excitant et à la fois, c'est difficile parce que ça demande une gymnastique mentale, je pense que je suis encore en train d'apprendre, là-dessus. Je saurais pas te dire. Non, je pense pas, en fait, ce qui est génial, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es tout le temps sur le terrain et que c'est le terrain qui t'apprend la vie, quoi, tu vois? Est-ce que tu as déjà eu peur justement que cette boîte, elle grossisse, trop vite pour toi ou plus vite que toi? Franchement, peur, jamais pour le coup. OK. Est-ce que tu as senti que la Par boîte contre, la ouais, ouais. carrément, est-ce que je l'ai senti? Oui. Et est-ce que je l'ai subi a posteriori? Oui, et je pense que je suis en train de le subir un peu en ce moment parce qu'on est dans une année un peu pivot. Tu peux en dire plus? Ça veut dire quoi pivot? Maintenant que le système de collectif de recruteurs est bien structuré, qu'avec mon associé, c'est bien rodé aussi, on a passé un stade critique, on se développe et on peut pas tout gérer nous-mêmes et on commence à faire faire. Et donc, il faut tout structurer et en même temps continuer l'opérationnel. Et en fait, quand tu es une boîte autofinancée, bah, en fait, tu es obligé de continuer de faire les 2 en même temps parce que l'opérationnel et donc de prendre des missions, ça va t'aider à financer ta croissance et tous les projets que tu as envie de faire et on n'a pas encore passé le cap. Donc, on sait qu'on est en train de lancer de nouvelles verticales pour faire du recrutement côté sales, côté RH. On lance des nouvelles boîtes dans la boîte et on n'a pas encore, vu qu'on n'est pas encore arrivé là où on voulait aller et qu'on n'est pas encore, c'est pas qu'on n'est pas rodé, mais il faut tout mettre en place en même temps. Et donc du coup, oui, la boîte grandit plus vite que moi parce que tu peux pas suivre et donc mettre en place des process d'une boîte pour, 5-6 personnes, une fois que ça tourne, c'est OK, mais là, de passer de 6 à 15, non seulement sur l'opérationnel, mais aussi sur tous les sujets de structuration, lancer des nouvelles verticales, c'est douloureux parce que tu recrées une boîte dans la boîte, mais en même temps, tu as déjà une boîte qu'il faut faire tourner parce que c'est ça qui va te permettre de financer la suite et donc en fait, c'est un peu sans fin et donc oui, la boîte, grandit plus vite que moi, mais tu es obligé de passer par des étapes, nous on appelle ça le build. Sur la voiture pendant qu'elle roule. C'est En ça, fait, c'est vraiment absolument, toujours ce complètement. sentiment qu'en fait, tu dois continuer à être dans la C'est prod, ça, c'est-à-dire à livrer pour avoir c'est du ça. cash, pour en fait, tu vois, pouvoir structurer et et cetera, et cetera, et cetera. Il faut accepter. Je pense que quand on fait des entreprises autofinancées, en tout Ouais, c'est cas, ça. ce qui est souvent le cas dans des prestations de services, je C'est pense ça. que c'est un deuil, à faire, en fait, surtout quand on est un peu continuellement dans phase de build, quoi. Ouais et justement, est-ce que tu as dû poser des limites à cette croissance, au fait que ça grandisse si vite? Et j'imagine que ça te demande c'est un coût, en termes de temps, en termes d'énergie, d'investissement. Est-ce que toi, tu as dû poser des limites, à la fois, pour toi et ou pour la boîte, justement pour pas que ça t'engloutisse? Ça, c'est le plus dur, tu vois? C'est peut-être la compétence qu'il faudrait que je développe pour le coup. C'est dur de poser des limites, c'est dur de dire non à des nouvelles missions et c'est dur de dire non à des opportunités. On avait prévu de créer une autre structure. Côté tech, par exemple, c'est la première qu'on a créée après le produit et au final, il y a des opportunités qui ont fait qu'on a rencontré, une super head of sales de Spendesk qui voulait faire du recrutement. On s'est dit: «Bah, bingo, on avance». Un super DRH, pour nous rejoindre et cetera et en fait, là, c'est allé beaucoup plus vite et ça a été beaucoup plus dur de poser des limites. Après oui, j'essaie de me mettre des petits hacks dans ma vie perso pour continuer de prendre soin de moi, C'est quoi tes petits hacks? mes petits hacks, bah, comme pour beaucoup de gens, c'est le sport. J'ai jamais fait autant de sport que depuis que ma boîte va aussi bien, paradoxalement. Parce que ça te permet de décharger quand même, enfin, en tout cas, moi, ça m'a bien aidée. J'essaie de prendre un coach. Il t'attend, tu le mets en plein milieu de la journée, il t'attend. Enfin, moi, je le fais à un moment où je suis un peu en down d'énergie, côté pro et je me dis à 16-17 heures, je vais à la salle, il y a le coach qui m'attend et tu fais de la muscu, tu te sens plus forte à la fin et en plus, tu as les idées au clair et voilà et même si tu bosses un peu tard le soir, ben, ça t'aide à tenir et penser un peu plus à soi qu'à ses clients, quoi. Dans le recrutement, c'est un métier de réseau, donc je passais plus de temps à donner aux autres qu'à m'occuper de moi-même et donc c'est un rééquilibrage que je fais un peu en continu. Parce qu'en plus, j'adore ça, j'adore organiser des événements, pour les gens, mais à un moment où quand j'arrivais
moi-même plus avoir mes amis. À une période, c'était assez, Allez, une c'était assez, demi-heure à visiter. c'était assez compliqué. Ouais, quand tu te rends compte, tu dis ouais, mais j'ai moins de temps pour ma famille et mes amis et je donne plus de temps à mes talents. Attends, faut que je rééquilibre un peu. Donc, je prends pas souvent des grandes vacances, mais je prends souvent des petits week-ends de 3 jours aussi pour prendre du recul et rééquilibrer en continu. Donc, c'est un peu ça le hack que j'ai trouvé. Ok. Je sais pas c'est quoi le tien, mais Bah justement, je vais mais mettre je des veux petites. bien le tien, hein, Allez, hop, petite bout de demi-heure à parce que visiter. ça s'arrête jamais. Bah ouais, pareil. En fait, surtout quand tu sens que tu as de l'attraction, quand tu sens que ça marche. En fait, c'est dur de dire non quand tu vois que ça marche, que ça fonctionne, que tu as mis toute ton énergie pour ça. Et donc, forcément, tu as des pièces. Enfin, c'est comme si quelqu'un remettait des pièces dans la machine, quoi. À chaque fois, tu te dis, waouh, en fait, c'est bon, ça marche, là, 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 c'est trop bien. Et donc, c'est dur de dire non. Pareil, j'ai été confrontée à ça et je pense qu'il y a des. Enfin, moi, je faisais des 12 heures par jour, quoi. De taf, j'arrivais le matin, je me disais ok, et puis après je rebossais le soir, et puis je pense que ça a aussi impacté ma vie de famille avec mon sûr. mec et mon fils. Et je rentrais le soir, j'étais hyper tendue parce que j'avais pas du tout de patience, parce que j'avais cramé toute mon énergie pour les équipes, pour le reste du monde, et pas du tout pour ces 2 personnes que j'aime. Et donc ça a été hyper violent le jour où je m'en suis rendu compte. Déjà, donc ça c'est la première chose, je vais mettre ma boule de vieux invité aussi sur ça. Te rendre compte qu'en fait, tu es beaucoup plus patiente avec ton équipe qu'avec ton enfant. Et là, tu fais ok, il y a un problème. Voilà, donc première boule de vieux aussi, autre chose dont j'ai pris conscience au moment où j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis dit comment est-ce que je peux créer un espace qui soit que à moi. Donc, un peu en dehors des équipes, etc., j'ai commencé à créer des choses créatives pour moi, notamment le podcast. Et c'est aussi comme ça qu'est né ce podcast, c'est en me disant, bah, ok, qu'est-ce que je peux créer comme bulle de créativité et pour me nourrir moi professionnellement, mais indépendamment de ce que je vais donner, comment je peux recevoir. Et donc, c'est une personne qui me permet de recevoir, parce qu'en fait, le fait de t'écouter, de t'entendre parler, etc., bah, ça me nourrit. Et là où je suis plus forcément Ça va se ressentir aussi. Ouais, et puis moi, je suis plus forcément la personne qui donne. En fait, je suis aussi la personne qui reçoit. Donc ça, c'était hyper cool. Et la troisième chose, c'est une grande nouvelle. Pour la première fois, je vais prendre des vacances en 3 ans. C'est J'ai vrai jamais pris Ouais, de trop bien. vacances. Enfin, j'en ai pris, mais très peu finalement. Et là, j'aimerais couper du 14 juillet au 30 août, donc 1 mois et demi de vacances pour la première fois en 3 ans Et c'est possible. d'entreprise. Par contre, ça a nécessité de faire... Ça fait 3 mois que je prépare ce break. C'est ça. Donc, ça a mis 3 mois à préparer 1 mois et demi de vacances. Mais on y est, et je pense, quand j'entends vacances de charge mentale aussi. Pas juste vacances, et puis tu sais qu'en fait, il y a ton équipe et des problèmes qui sont dans une boîte que tu vas devoir traiter en rentrant. Ouais, c'est ça. Et qui Ça sont te rajoute de la charge. C'est exactement ça. En fait, c'est ce qui est dur dans le problème de prendre des vacances, pas juste de déconnecter. Ce qui est dur, c'est de ne pas avoir la charge mentale et la peur qu'il y ait un truc qui se passe et que quand tu arrives et que tu ouvres la boîte de Pandore, tout te revienne. Et ça, je pense que ça m'empêche de me reposer. Donc là, j'ai essayé pendant 3 mois de travailler à faire du cleaning, etc., pour pouvoir déconnecter pendant 1 mois et demi, mais c'était pas facile. Ouais. Voilà. Mais je pense que prendre des vacances, première année où j'ai pris des vacances de 2 semaines et demie où j'ai vraiment coupé, et comme toi, je l'ai préparé 3 mois avant, et ça te force à mettre en place des process et me dire, en fait, du coup, j'ai délégué plein d'admin, et c'est magique. J'ai mis en fait, mais il faut que je parte plus souvent, parce que ça te force, pareil, à être exactement là où tu as le plus d'impact, et ça t'oblige. Et j'aime bien cette quote d'où la contrainte naît la créativité. Et j'adore parce que t'es obligé de te mettre des contraintes parfois, mais du coup, ça te pousse à évoluer. Prenons des vacances. Des vacances, c'est même bon pour ta productivité. Et il y a cet exercice que j'avais fait une fois qui m'avait marqué, c'était imagine que tu es malade. Malheureusement, ton médecin t'oblige et te force à ne plus travailler que 4 heures dans la journée. Qu'est-ce que tu gardes comme tâche? Ok, tu retournes chez le médecin et malheureusement, tu ne peux plus travailler que 4 heures par semaine. Qu'est-ce que tu fais comme tâche? Dur. Et après, tu peux le faire 4 heures par mois, etc. Donc, et je trouve que c'était un exercice, moi, en fait, que j'avais adoré faire. On va passer à la dernière partie, justement, dans l'enjeu du collectif. Tout le monde est autonome, tout le monde a ce degré de liberté. Par définition, il n'y a pas de lien de subordination. Mais toi, tu es quand même CEO. C'est quoi ton vrai rôle et ton vrai pouvoir là-dedans? Assez classique d'un rôle de CEO, d'être sur plusieurs sujets complètement différents et de basculer complètement. Tu vois, on parlait de l'opérationnel et de la strat, et d'être toujours zoom in, zoom out, et de faire un peu cette gymnastique intellectuelle et de penser à l'étape d'après. Donc ça, c'est le rôle assez classique, je trouve, d'un CEO, et c'est le rôle que j'ai aussi. Il y a aussi une grosse partie de réseau, d'aller générer aussi des partenariats stratégiques un peu intéressants, mais pareil, toujours un peu dans cette quête de l'après, et de poser la vision et la culture, tu vois, et de continuer de la définir et de s'assurer qu'on la diffuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on a bien réussi à faire, c'est que c'est pas en leur faisant des slides PowerPoint qu'on leur a appris c'était quoi la culture de Pachamama et qu'on leur a mis dans la tête. Et au final, tu vois, au dernier off-site qu'on a fait ensemble, il y en a beaucoup qui s'étaient jamais vus, parce qu'on est tous éclatés un peu partout en France, voire en Europe. Et on s'est retrouvés, il y a quelque chose qui a pris, et pourtant, on vient de
milieux différents, on a tous des âges différents et en fait, on s'est dit: «On a réussi à créer cette culture commune» et donc s'assurer que maintenant qu'elle est là, qu'on la garde, je suis persuadée que ça va être un de mes prochains challenges aussi, tu vois? Donc c'est quelque chose d'un peu plus impalpable. La question aussi qui me vient, c'est que tu as voulu créer un modèle très horizontal. Le fait d'être dans Ouais, un collectif de freelance et pas du tout vertical, là où on ouais. peut s'attendre beaucoup plus à voir ça dans le CDI, ou en tout cas le modèle d'agence ou de cabinet. Est-ce que, justement, dans ce collectif où le pouvoir est distribué quand même, horizontalement, est-ce que il y a des fois où tu as eu peur d'exercer, ton rôle de chef? Mmh. Parce qu'il y a aussi ce rôle-là de visionnaire, de CEO, de chef. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'exercer ça? Est-ce que tu dois l'exercer? Est-ce que Ouais, écoute, pas du tout. ouais. Peut-être parce qu'on s'est bien équilibré avec, mon associé et que du coup, ça te permet d'avoir un peu quelqu'un de tampon avec qui tester des choses et dire: «Attends là, est-ce qu'il faut qu'on soit plus dur ou pas?» Le fait de prendre ces décisions-là de façon collégiale et de pas être tout seul à dire: «Attends, est-ce qu'il faut que je sois un peu plus dur avec lui ou est-ce que là, il faut que j'intervienne ou pas?» On le fait vraiment en binôme, et c'est un peu ce qui fait notre force parce qu'on est hyper bien équilibrés, donc ça, je pense que ça m'aide et c'est ça qui fait que j'ai pas peur et globalement, on n'a pas besoin de le faire parce que justement, le côté collectif de freelance fait qu'en fait, on met des standards très, très élevés, on les annonce dès le départ et en fait, si ça délivre pas, c'est un peu l'indispensable pour collaborer avec nous. C'est que d'abord, il faut que tu délivres et en fait, si tu délivres pas, le contrat, il est clair dès le début et voilà. C'était déjà arrivé justement que la personne ne délivre pas et de Bien sûr. devoir arrêter des contrats Ouais, ouais, bien sûr, c'est comme ça qu'on a appris et c'est dur. Ça a été les décisions les plus difficiles qu'on ait eu à prendre et même si c'est pas des salariés, ça a été dur pour nous de le prendre et en fait, on a essayé de laisser aussi, des secondes chances et donc c'est là où tu vois, tu as un peu ce rôle de management quoi, finalement. De communiquer que tu es pas aligné avec, ce qui a été, délivré et comment tu fais le feedback et cetera quoi, donc mais oui, ça nous est déjà arrivé, à 2 reprises, je crois, ouais. Bien sûr, hein, c'est pas magique, hein. C'est pas parce que tu es en collectif de freelance qu'il y a pas toute cette dimension, justement de Ouais. management. Merci beaucoup Marion, c'était un super moment. On va arriver à la fin de cet épisode. Avant qu'on se quitte, je te propose déjà de vérifier que nos boules sont bien Ça va, hein? équilibrées. On est à peu près, Je me suis un peu enflammée un moment, mais après tu as rééquilibré, donc ça va. Je non, pense franchement, qu'on est pas mal. tu as donné énormément, donc merci beaucoup. À la fin de chacune des interviews, j'offre un cadeau à mon invité, Oh là là. parce que c'est un objet qui me tient extrêmement à cœur. C'est un objet avec lequel je commence ma journée, où je fais 3 pages manuscrites, où juste j'écoute mes pensées, je les écris. OK, Ensuite, c'est un objet sur lequel je vais écrire mes tâches de la journée les plus importantes. OK. Ensuite, c'est un objet où le soir, je vais écrire mes gratitudes, ce que j'ai aimé. C'est un objet sur lequel je vais aussi colorier. J'en ai plein, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les textures. Et cet objet, c'est un carnet. Donc, c'est un objet que j'adore vraiment, et qui est aussi très déconnecté du digital, très déconnecté Ouais, de toutes les ça fait du bien. sollicitations qu'on peut avoir. On parlait de poser des limites, poser des barrières. Ça m'aide aussi énormément OK. à m'éloigner des écrans. Ouais. Et donc, je tenais à Ah, t'offrir ce génial. carnet et j'espère que tu Merci pourras, beaucoup. d'une manière ou d'une autre, de manière J'adore. créative ou de manière productive ou de Ouais, manière c'est ça. ni J'adore l'un les ni petits l'autre. Ouais. carnets, comme ça. Mais je suis très, old school aussi sur les to-do. Il y a de temps en temps, juste, La to-do papier. ouais, complètement. Merci Merci. pour ce que tu fais, Nina. De nous donner un peu des rôles modèles comme ça, tu vois. J'ai monté l'avant-garde parce que j'en avais pas dans le produit et toi, tu le fais aujourd'hui avec les entrepreneuses et je pense que et j'espère qu'on va motiver beaucoup, beaucoup de femmes à entreprendre. On n'est pas assez, s'il vous plaît. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. On s'amuse, on partage ici les Ouais, c'est clair. On partage et on surtout, partage tout, mais quand même, c'est chouette, quoi. Quand même, c'est génial. C'est Enfin, génial. Allez-y, les filles. et puis S'il vous surtout, plaît, allez-y. et surtout, le message à faire passer, c'est qu'on est beaucoup éduqués à se détester les unes les autres. On se voit Ouais. beaucoup comme étant des rivales. Les modèles qu'on voit dans la culture populaire de on se tire dans les pattes, etc. Bah, moi, j'en fais l'expérience de tout l'inverse au quotidien. Et je pense que c'est par là aussi que passe la manière dont on va hisser encore Ouais, plus de femmes complètement. collectivement. Et aidez-vous les unes les autres. Faites-vous des divans, des patronnes Oui, entre c'est vous. clair, entre vous. Interviewez-vous les unes et les autres. Marion, C'est d'ailleurs, clair. où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre Pachamama, Ouais. voir tes aventures Allez dans tous les sens? Tu partages beaucoup sur LinkedIn. Ouais, beaucoup sur LinkedIn, forcément. Ouais, Marion Donc, Darnay. ouais, Marion Darnay sur LinkedIn, Pachamama. Et Instagram aussi, on commence à relancer un peu. Donc, on pourra continuer d'échanger. Sur Vous Insta. pourrez nous retrouver sur Instagram, ouais, pachamama.talent. Super. Merci beaucoup, Marion. Quant à vous, je vous dis
à la prochaine dans le divan des patronnes. Vous retrouverez en description tous les liens de Marion et bien évidemment la newsletter sur laquelle vous allez avoir les prochains épisodes, les actus et tout ce qui s'ensuit. C'est en description maintenant. Si vous avez aimé l'épisode, évidemment, parlez-en autour de vous, envoyez-le à vos amis, à d'autres entrepreneuses et mettez 5 étoiles, un commentaire. Ça nous aide à faire connaître. Je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Si tu as aimé cet épisode du Divan des Patronnes, il y a 2 choses très importantes que tu peux faire. Abonne-toi à la newsletter pour avoir les bonus de chaque épisode, accéder à la communauté du Divan des Patronnes et être informé des prochaines sorties. Le lien est en description. La deuxième chose que tu peux faire si tu veux vraiment m'aider dans le lancement de ce projet, c'est de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et surtout de me dire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce qui me permet de te proposer le meilleur contenu à chaque fois. Et quand j'ai un petit coup de mou, je relis ces commentaires pour me donner de la force. Alors, merci pour ton écoute et à très vite.